Le procès de Klaus Barbie s'est ouvert à Lyon le 11 mai 1987. C'est la première fois qu'en France, un officier nazi est jugé pour crime contre l'humanité. L'accusé, responsable de la déportation et de la mort de milliers de juifs et de résistants, a provoqué un coup de théâtre en décidant de ne pas assister aux audiences, comme il en a le droit. Le 15 mai 1987, le procès reprend donc en l'absence de Klaus Barbie. Celles et ceux qui ont eu affaire physiquement au bûcher de Lyon entre 1942 et 1944 convergent vers le tribunal. C'est le moment que tous attendent et redoutent en même temps. C'est le temps des témoins. L'absence physique de leur bourreau dans le prétoire va finalement permettre de libérer l'expression de leur témoignage. Du récit de leur calvaire, parfois transmis dans la sphère intime, leur histoire va être maintenant racontée et partagée en public. Bonsoir madame. Tournez, asseyez-vous madame, je vous en prie. Installez-lui le micro. Asseyez-vous madame, je vous en prie. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile, s'il vous plaît? Lise de Sèvres, née Bogat, 86 ans, sans profession. Faites votre déposition. Nous vous écoutons, madame. J'ai été arrêtée le 13 mars 1944 par l'équipe de Barbie. Je n'ai pas vu Barbie en gare, mais c'était son équipe. Ils étaient trois sauvages. J'ai été emmenée à la prison de Montluc avec d'autres. Ils avaient fait une rafle en gare. J'étais en gare pour une mission et j'étais malheureusement chargée de nombreux papiers. Ces femmes, moi j'avais eu la chance de les avoir face à moi. Alors il faut savoir que c'est des femmes que je trouvais âgées, qui avaient mis une jolie robe, un petit corselet de perles, toujours très, très pudique, qui étaient belles. Voilà. Elles ont dit des choses qu'elles n'ont jamais dites à personne. Il y avait souvent dans la salle leurs enfants, souvent leurs petits-enfants, qui entendaient pour la première fois leur mère, leur grand-mère raconter des choses qui touchaient, et c'est ça, à leur propre intimité. À midi, j'ai eu la pendaison par les poignets. J'ai d'abord eu les menottes à griffes. J'avais vu sur une table des choses étranges. Alors on m'a expliqué, les menottes à griffes avaient des griffes à l'intérieur. On posait une question, on serrait. C'était infiniment douloureux. J'avais l'impression que mes ongles allaient tomber. Alors, comme je n'ai pas parlé, Barbie a lancé la menace. Nous allons chercher ton mari et ton fils, et devant eux, tu parleras. Moins d'une heure après, j'ai vu arriver mon mari et mon jeune fils de 16 ans et demi. Nous avons pu nous dire courage mutuellement, mais cette situation a été terrible pour moi quand je les ai vus arriver. C'était donc la première fois en France que les gens parlaient avec ces paroles des tortures qu'ils avaient vécues. Et puis c'est des tortures qui duraient longtemps. C'était une montagne d'émotions qui nous tombaient dessus. Alors on m'a fait déshabiller, on m'a plutôt déshabillée brutalement parce que je refusais de le faire. Et je suis entrée dans la baignoire, je ne pouvais pas faire autrement. Et la séance a commencé, une grande brute me pinçait le nez et une autre, avec une vieille boîte à biscuits rouillés, j'avais remarqué la boîte, ils m'ont entonné de l'eau dans la bouche ouverte, puisqu'on me pinçait le nez, j'étais obligée d'ouvrir la bouche. Et c'est là que j'ai eu mon dernier interrogatoire, qui m'a abîmé la colonne vertébrale et tout le système osseux. Une pièce nue, avec une chaise,
la chaise garnie de chaînes. Il y avait des chaînes partout dans les salles de torture. On m'a fait mettre à plat ventre sur la chaise, on a attaché mes poignets d'un côté, mes genoux de l'autre. Et avant, Barbie était venue me montrer un fouet. C'était un manche. Au bout de ce manche, il y avait une boule hérissée de pointe. Et il a manié l'objet devant moi. Il y avait un grand ressort qui commandait la boule. Alors l'instrument a servi à me massacrer le dos. Et Barbie m'a frappé, je ne pourrais pas vous dire combien de temps. Il me disait des noms que je connaissais. J'ai dit, je ne connais pas. Alors Barbie s'est impatientée. Barbie leur a dit, emmenez-moi ça, je ne vais plus la voir. C'est fini. C'est fini, liquidez-moi ça. Ça, c'était moi. On était saisis parce que c'est pas une femme qui est venue, c'est pas deux femmes. Elles ne se connaissaient pas pour certaines, la plupart ne se connaissaient pas. Elles sont venues dire, raconter, conter, faire de nous les contemporains de cela. Lorsque nous sommes arrivés à la Gestapo, on a pris les escaliers, on nous a mis dans un bureau, et puis la porte du fond s'est ouverte. Et Barbie, enfin je ne savais pas que c'était son nom à ce moment-là, bien sûr. Barbie est rentré dans cette salle. Il était habillé en gris. Vous savez, ce sont des détails qui choquent un enfant de 13 ans. Il était habillé en gris et il avait un chat dans ses bras. Il avait un chat? Oui, qu'il caressait. Je dois dire que pour une petite fille de 13 ans, lorsqu'on voit un homme qui caresse un animal, on n'en a pas vraiment peur. L'important, c'était tous les détails qu'elle donnait. Et puis, c'était important parce que Simone Lagrange, elle était toute petite et que c'était une enfant. Et encore là, on a tout le crime contre l'humanité, puisque c'était simplement le fait qu'elle était juive et qu'en plus, c'était une enfant. Il est arrivé en caressant ce chat. Il est allé vers mon père, qui était assez imposant de taille. Il l'a regardé des pieds à la tête sans dire un mot. Puis il est allé voir maman, avec un petit sourire pincé. Puis il est revenu me voir, il m'a caressé la joue. Il a dit que j'étais jolie. Et comme ça, d'un seul coup, il se retourne et il dit à maman, « Vous avez d'autres enfants ?» Et ma mère était une mère fière de ses gosses et elle a dit « Oui, j'ai 2 autres enfants plus jeunes qui sont à la campagne. » Il lui a demandé où se trouvaient les gosses. Maman a répondu que les enfants étaient partis au moment des bombardements de Lyon et qu'elle n'avait pas encore leur adresse, ce qui était vrai d'ailleurs. Barbie est venue vers moi et m'a posé la même question une fois de plus. J'étais comme maman, je ne pouvais pas répondre. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, madame, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Merci. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Je crois que cette morale-là, personne ne peut l'excuser. Cette torture-là, il n'y a pas de morale qui puisse excuser ça. Maman était plus mal en point que moi.
Elle ne pouvait toujours pas répondre, elle ne pouvait pas donner l'adresse des enfants, elle ne la savait pas, et même si elle l'avait su, est-ce qu'elle aurait pu dénoncer ses enfants? C'était pas possible. Pendant toute une semaine, ça a duré, cette comédie, ces sévices. Je partais à la Gestapo, quelquefois c'était lui qui venait me chercher, la plupart du temps c'était lui qui me ramenait. Et puis un jour, comme ça, sans m'avertir, sans rien du tout, et ça c'est encore une torture que je ne pourrai jamais lui pardonner, monsieur, même s'il demandait pardon, ce qu'il n'a pas fait. Il m'a mis dans une autre cellule. Si bien que maman, ne me voyant pas rentrer, et mes camarades qui sont ici, que je ne connais pas personnellement, mais qui eux ont connu la prison aussi, peuvent dire que lorsque quelqu'un ne rentrait pas d'un interrogatoire, on était en droit de croire la personne était morte. Et c'est ce que ma mère a pensé pendant ces 15 jours où elle est restée toute loin de moi dans une cellule. Quant à moi, je pensais simplement qu'elle avait pris le relais. Vous savez, c'est bien difficile de ne plus se souvenir de l'homme qui vous a fait le plus de mal. Le premier, il y en a eu beaucoup d'autres après, dans les camps. Mais disons qu'il avait cet avantage unique d'être le premier à m'avoir frappé et à m'avoir torturé de la sorte. Je crois que les premières larmes sont venues à ce moment-là, parce que cette humanité dévastée nous racontait. Et là, oui, on en a pris plein la figure. Et les jurés en ont pris aussi plein la figure. Je me souviens de jurés au bord des larmes après certains témoignages. Et j'ai vu une chose que je n'avais jamais vue, jamais. Il y a un gendarme qui s'est tourné derrière la colonne et qui pleurait. Jamais vu ça. Jamais. Mais ce que je voudrais raconter, si vous le permettez, c'est le voyage de Drancy à Auschwitz. Vous savez, beaucoup de livres ont parlé des malheurs d'Auschwitz, de l'aspect terrifiant de ce camp. Moi, petite fille de 13 ans, je me suis souvenue surtout de ce voyage. Dans des wagons à bestiaux, le 30 juin 1944. Il fallait s'asseoir, les jambes écartées, pour que les autres puissent s'asseoir, s'imbriquer en vous, pour pouvoir tenir dans ces wagons. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des hommes et moi. Il n'y avait qu'une porte qui pouvait nous donner un petit peu d'air. J'étais avantagée, je n'étais pas loin de la porte. Au milieu, il y avait une tinette, une espèce de grand bidon où tout le monde devait faire ses besoins. Je dois dire que la pudeur autrefois était beaucoup plus forte que maintenant, et il était très difficile pour des hommes et des femmes de faire leurs besoins comme ça devant tout le monde. Je me souviendrai de ces deux hommes qui tenaient des vêtements pour que les premières personnes puissent faire. C'est très sale ce que je raconte, mais c'est beaucoup moins sale que l'esprit de ceux qui nous ont envoyés là-bas, Monsieur le Président. Vous savez, le trajet a duré 5 jours et 4 nuits. Et tous les matins, il y avait des morts supplémentaires. Et déjà à ce moment-là, je pense qu'on avait fait de nous des gens différents. On nous a arrêtés parce qu'on était d'une race différente. Mais moi, je dois dire que c'est à ce moment-là qu'on est devenus petit à petit des gens différents. Différents en ce sens que nos premiers morts, on les a pleurés, on les pleure encore, mais on était pratiquement soulagés d'avoir un tout petit peu de place en plus. C'est terrible à dire, vous savez maintenant, mais c'était pourtant vrai. C'était, si vous voulez, le commencement de la fin. On entassait ces morts comme ça au fond, et puis les vivants avaient un peu plus d'air et un peu plus de place. Les hurlements des enfants me restent dans les oreilles. Et la nuit, je me réveille avec ce cauchemar, croyez-moi. J'ai entendu au début du procès quelqu'un dire « Prenez des calmants, messieurs ». Je voudrais simplement dire que nous, les déportés, très souvent, nous prenons des calmants le soir pour pouvoir dormir sans cauchemar. J'en prends. Depuis 42 ans bientôt, plus même. Ensuite, il y a eu Auschwitz. Auschwitz, ça ne se raconte pas. Je ne suis pas assez instruite pour vous dire ce qu'était Auschwitz. Je peux simplement raconter ce que moi j'ai vécu. Mon premier drame, ça a été quand on m'a tondu les cheveux. Ça semble idiot. C'est rien à côté de ce que ces dames vous ont raconté juste avant moi. Mais vous savez, quand vous avez encore vos cheveux, vous êtes quelqu'un. Et puis subitement, on vous a enlevé vos vêtements. Il y a déjà eu le tri. Lorsqu'on est arrivé, ceux qui partaient vers la chambre à gaz,
ceux qui ne savaient pas où ils allaient. Et puis il y a eu nous qui étions embarqués dans l'entrée de ce camp, nous à qui on avait enlevé les vêtements, nous à qui on tondait les cheveux. Vous savez, voir sa maman ou des femmes qu'on avait connues dans sa commune. Saint-Fond est une commune qui est toute proche de Lyon. On se connaissait tous. Voir toutes ces femmes tondues comme ça, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais comme elles. Mais j'étais gênée de voir des femmes toutes nues, avec plus de cheveux, plus de poils, rien du tout. Puis ensuite, ça a été le drame du tatouage. Je me répète, j'avais 13 ans et je me suis sentie salie d'avoir un matricule. Certaines personnes payent pour se faire tatouer et moi, je me suis sentie salie avec ce matricule. Et je me suis amusée à pincer mon bras. Je peux vous le montrer. J'ai le matricule A8624 et le 4 est à moitié effacé. Et ça a été mes premiers 10 coups de schlag. J'avais fait mon entrée à Auschwitz. Vous savez, on rentrait par la porte et on nous disait qu'on sortait par la cheminée. Les capots qui se trouvaient là se sont fait un plaisir de nous expliquer que nos camarades ou nos familles qui étaient partis en camion étaient en train de griller. Et comme ça, j'ai su qu'on brûlait des gens au camp. Je savais d'où venait cette odeur douce, âcre en même temps, amère. C'est une douleur, un goût que j'ai toujours dans la bouche. Je ne crains pas de faire brûler un rôti parce que j'ai des souvenirs comme ça. On a vu les flammes et on a su que c'était les corps des enfants, des femmes et des vieillards qui étaient en train d'alimenter ces feux. Voilà, c'était ça Auschwitz. Auschwitz, c'était quelque chose qui fait peur, qui continue à faire peur. Et si je suis là devant vous, Monsieur le Président, et vous, messieurs et mesdames de la Cour, c'est parce que je ne voudrais pas que mes enfants et mes petits-enfants revoient ces choses-là. Parce que je voudrais que vous rendiez un peu de justice à ceux qui sont encore vivants et que ceux qui nous ont envoyés là-bas soient punis. Je ne vais pas vous apprendre votre métier, je m'en excuse, mais c'est vraiment dans cet espoir que je suis ici. Vous savez, à Auschwitz, je suis restée avec maman jusqu'au 23 août 1944. Le 23 août 1944, c'était le jour de la libération de Paris. Pour moi, c'est le jour de la mort de ma mère. Elle a été gazée et brûlée. Ça existe, les chambres à gaz. Mon père a fait partie du dernier convoi qui est parti de Lyon pour Auschwitz, celui du 11 août 1944. J'ai appris qu'il y avait retrouvé mes neveux, qui étaient nés l'un en 1935, l'autre en 1937. Mes 2 jeunes neveux ont été gazés à Auschwitz. Et mon père est rentré au camp. Je passerai sur le camp. Les souffrances du camp, vous savez, c'était quelque chose d'incroyable. Vous racontez les femmes qui en avaient assez et qui se jetaient dans les barbelés, je crois que tout le monde le sait. Vous racontez les mamans qui partaient à la chambre à gaz, qui faisaient quelquefois 3 heures de queue pour être gazées. Elles donnaient la main à leurs enfants et elles chantaient pour aller à la chambre à gaz, monsieur. Elles essayaient d'encourager leurs petits. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, à ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, je voudrais leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent faire un voyage à Auschwitz. Ils verront que les chambres à gaz sont griffées jusqu'au plafond. On voit des griffes dans le mur. Ça, c'est la réalité. Ce procès a fait que les digues ont lâché. Tout ce qui était refoulé chez les témoins, tout ce qu'ils n'ont jamais osé dire, qu'ils n'ont pas pu dire. Ce jour-là, les digues ont lâché. Et l'eau a commencé à déferler, à couler dans tous les sens. Et les gens ont parlé, ont dit des choses qu'ils ont retenues pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans. Le 18 janvier 1945, nous sommes partis en évacuation. Ça aussi, c'était quelque chose de tragique, la grande évacuation d'Auschwitz. J'ai rencontré un commando d'hommes dans la neige de la Haute-Silésie. Vous savez, il faisait très très froid à Auschwitz à cette période. Moins 30, moins 35 peut-être. On n'avait rien pour manger, rien pour s'habiller et nous faisions cette marche à pied. Je vous ai dit que mon père avait une taille très imposante. Et puis j'ai rencontré une colonne d'hommes. J'ai vu une tête qui émergeait. Je me suis rendu compte que c'était mon père. On s'est fait un signe de la main. Ça m'embête d'en parler parce que mes frères et sœurs sont dans la salle.
Ça va leur faire mal. Les Allemands étaient en civil. Ils n'avaient plus que leurs bottes et leurs capotes pour avoir chaud. Les Russes arrivaient. Un Allemand m'a dit, c'est ton père? J'ai dit oui. Il m'a dit, va l'embrasser. Il a fait signe à mon père de venir. Et au moment où il allait m'embrasser, non merci monsieur, au moment où il allait m'embrasser, on l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la tête. C'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête, mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. C'est lui qui est le responsable, le premier des responsables, du responsable de mon malheur. Comment voulez-vous que j'oublie cet homme? C'est pas possible. Voilà. Hier, plusieurs magistrats, plusieurs avocats et quelques particuliers ont reçu des tracts qui remettent en cause une nouvelle fois l'existence des chambres à gaz. Il s'agit de toute évidence de profiter du procès de Klaus Barbie pour semer un doute odieux dans l'esprit des Français. C'est un sujet sur lequel on ment beaucoup, on ment énormément. Mais le plus gros de tous les mensonges me paraît être celui de la prétendue extermination des Juifs et des prétendues chambres à gaz homicides. Pour vous, tout cela n'a pas existé? Qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. À cette époque-là, il y a un universitaire lyonnais qui est professeur de littérature, qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui s'est mis en tête de réhabiliter le négationnisme, mais qui vient sur le procès en disant ce qu'on va vous raconter, c'est que des sornettes. Les chambres à gaz sont une impossibilité chimique. Il est impossible de gazer les gens comme on nous le raconte. À partir de la fin des années 70, et notamment d'une tribune que Faurisson a réussi à passer dans le monde, il y a dans l'espace public un courant qu'on appellera le courant négationniste qui s'exprime pour nier qu'il y ait eu des chambres à gaz. Pourquoi y a-t-il cette persuasion entretenue dans l'esprit de quelques-uns, par eux-mêmes, de ce que le juif avance ses persécutions? Ça n'existe pas. C'est une autre façon de manifester sa haine du juif qui est tout à fait étonnante. Je trouve tout simplement que le procès Barbie ne devrait pas exister, ne devrait pas avoir lieu, tout simplement parce que c'est un homme qui a obéi pendant la guerre à ses supérieurs, qui était militaire, qui a obéi à ses supérieurs, et donc il ne faisait que répondre aux ordres, c'est tout. Voilà. La notion de crime contre l'humanité, pour vous, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas de crime de l'humanité. Les crimes contre l'humanité, ça n'existe pas? Pour moi, il n'y en a pas. La déportation des Juifs, par exemple, vous rangez ça dans quelle catégorie? La déportation des Juifs? L'antisémitisme se nourrit de l'idée de la conspiration juive, c'est-à-dire un pouvoir occulte, planétaire et omnipotent. Et dès lors qu'on pense en ces termes, on peut très bien dire, bah oui, les Juifs ont inventé cette idée d'extermination pour asseoir leur hégémonie sur le monde. Vous n'avez pas peur que votre présence soit interprétée comme une provocation? Alors qu'êtes-vous venu faire ici? Le procès Barbie, c'est l'antidote du négationnisme. Tout Lyon vit alors au rythme du procès Barbie. À quelques centaines de mètres des rassemblements négationnistes se tient la commémoration de l'une des rafles opérées par la Gestapo. Au deuxième étage du 12 rue Sainte-Catherine se trouvent les locaux de l'Union générale des Israélites de France, une association d'aide sociale. 82 personnes y seront arrêtées le 9 février 1943, transférées vers Drancy, puis déportées à Auschwitz. C'est le premier acte d'accusation examiné dès le 8e jour du procès.
L'enjeu juridique est d'établir la responsabilité de Klaus Barbie et d'en apporter la preuve. On ne peut pas se contenter de dire il y a eu des exactions, c'est Klaus Barbie. On ne peut pas le condamner à raison de la fonction qu'il occupait. On doit le condamner parce que dans l'exercice de ses fonctions, il a personnellement pris part à la commission de ces crimes contre l'humanité. Quel est le rôle de Klaus Barbie dans cette rafle? Cette rafle, elle a eu lieu, c'est indubitable. A-t-il une responsabilité directe ou indirecte dans ce crime contre l'humanité? Est-ce qu'il était physiquement présent? Est-ce qu'il a donné l'ordre, ce qui revient au même, en termes de responsabilité pénale? Quel est son rôle? Donc, je vais dire les choses comme elles se sont passées. J'étais employée à l'UGIF depuis peu de temps comme assistante sociale. Et le 9 février 1943, je me trouvais dans le bureau auquel je travaillais, assise à la table à laquelle j'étais occupée, à recevoir les visiteurs qui avaient besoin de renseignements ou de soins. J'ai vu rentrer des gens en civil, crier très fort en allemand, revolver en poing, Hände hoch, qui veut dire main en l'air, Gestapo, mettez-vous de côté. Enfin, tout de suite, nous avons compris, c'était horrible, c'était la terreur. Et j'entends qu'il dit, comme une sirène, entrez, Geheime Staatspolizei Gestapo. Et j'étais pris. Évidemment, il a fallu que je tende ma carte d'identité où il y avait marqué « tampon juif ». Alors, ils ont dit en allemand « Ah, noch ein jüdisches Kätzchen », ce que signifie, d'après ce que je sais, encore un petit chaton juif. Au départ, si nous étions une vingtaine, une trentaine, à la fin de l'après-midi, on s'est retrouvés à plus de 80 dans ces deux salles, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et au fond de la salle, tout à fait au fond, il y avait une table, et derrière cette table, un homme en civil. On m'avait amené devant lui, devant ce chef. Alors j'étais devant Barbie pendant peut-être 1h30, peut-être plus que ça. Comment pouvez-vous affirmer aujourd'hui que c'est bien Barbie auquel vous avez eu affaire et qui était assis en civil derrière cette table? Ce regard, son sourire, qu'on ne peut jamais oublier, le sourire sarcastique, cynique, l'homme qui se réjouit. Il n'y avait aucun doute. Ici, je dis aucun doute, pas le moindre doute, pas le moindre doute que c'était Klaus Barbie qui avait dirigé personnellement la rafle de la rue Sainte-Catherine. Monsieur le procureur général, des questions à poser aux témoins? Les parties civiles? Pas de questions, les parties civiles, la défense? Je m'en voudrais de rompre le charme de ce témoignage qui nous a tous captivés et venir à des questions très terre à terre. Ce jour-là, il y avait une centaine de personnes et les témoins nous ont dit depuis hier à quel point régnait une atmosphère d'angoisse, à quel point la salle était remplie. De quoi a-t-il parlé avec le responsable de cette opération pendant 1h30? Comme je crois avoir dit auparavant, ce n'était pas un entretien comme ça, que c'était une affaire qui s'était interrompue, il y avait d'autres gens, c'était l'action d'un chef, d'une rafle,
Et et je vous avais dit que pour moi c'était une prolongation d'une quantité d'éternité. Bien. Pas d'autres questions? L'audience est suspendue, elle sera reprise dans 20 minutes. C'est très très important de savoir qu'on ne peut pas condamner Barbie pour autre chose que ce qui a été démontré comme étant de sa responsabilité personnelle. Il fallait apporter la preuve que Barbie avait ordonnancé l'opération. Sa responsabilité, elle est signée. Elle est signée par deux telex notamment, du 11 février 43 et du 15 février 43, de même qu'elle est signée par le rapport qu'il signe de sa main le 11 février 43. Lyon, Telex, éclair numéro 598 11 2 43 1245. À l'attention du SS Standartenführer Dr Knoven. Concerne comité de soutien aux émigrants et aux juifs sans ressources. L'action contre le comité précité ayant été exécutée d'ici. Les juifs ont bien entendu été gardés en détention par les Allemands. Il s'agit de 86 personnes qui seront transférées aujourd'hui au camp correspondant en passant par Chalon-sur-Saône. Le chef du groupe spécial de Lyon 4, signé Barbie, SS Obersturmführer. Alors ce document a été présenté à Barbie. Le 30 mars 1983, il a reconnu sa signature. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité, par définition. Pourquoi ces gens-là ont-ils été arrêtés? Pourquoi ont-ils été envoyés en déportation pour être assassinés à Auschwitz? Simplement parce qu'ils étaient coupables d'être nés juifs. Parmi ces gens-là, il y avait un homme qui s'appelait Badinter. C'était le papa de Robert Badinter, qui à l'époque était lycéen à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a bien failli ce jour-là perdre Robert Badinter, parce que dans son histoire personnelle, il vient rue Sainte-Catherine ce jour-là. À quoi tient le destin, à quoi tient la vie d'un homme? Alors que la Cour s'apprête à examiner le deuxième acte d'accusation, Klaus Barbie refuse toujours d'assister aux audiences. C'est depuis le fond de sa cellule qu'il suit les comptes rendus des témoignages de ses victimes, celles qui ont vécu la rafle opérée le 6 avril 1944 à Isieux. À 90 km à l'est de Lyon, dans un massif montagneux difficile d'accès, Sabine Zlatin et son mari Miron ont installé une colonie d'enfants juifs. C'est un refuge heureux dans lequel 45 enfants âgés de 5 à 17 ans continuent de recevoir des soins et de l'instruction, protégés de la folie antisémite. La plus importante accusation contre Klaus Barbie, il envoie ces hommes à Isieux pour demander de prendre les enfants et les enfants à Auschwitz pour les tuer. Ça, c'était quelque chose le plus grave dans ces crimes qu'il avait commis. Le 27 mai 1987, Beat Klarsfeld accompagne Ita Allan-Brenner et Fortuné Benguigui, deux mamans dont les 3 enfants respectifs ont été exterminés. Ce procès est le moment qu'elles attendent depuis des décennies. Elles étaient venues, chacune, dire qu'elles avaient été déportées à Auschwitz. L'une comme l'autre avait dit la même chose, mais qu'elles étaient parties tranquilles parce qu'elles savaient que leur enfant était à l'abri. Voilà. Qu'est-ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants? Il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. Oui, c'était un homme, comme il vit encore. Il vit encore, un homme comme ça. Qu'est-ce qui me fait mal pour toute ma vie? Qu'est-ce que je souffert?
Pour toute ma vie, je souffre. Le temps s'est arrêté. Son temps à elle s'est arrêté en 1944. Voilà. Et là, on est en 1987. Elles sont mortes tout de suite après, elles ont témoigné, elles sont mortes tout de suite après. Vous avez 3 enfants qui ont été victimes de la rafle d'Isieux. d'Isieux, oui. Vous avez votre fils Jacques qui était né le 15 avril C'était l'aîné, Jacques. 1931. Il avait donc 13 ans à cette époque-là. 13 ans passés, oui. Votre fils Richard, qui était né le 31 mars 37, 7 ans ça fait. Hein. Et puis Et Jean-Claude, 5 ans et demi, 6 ans. Oui. Bien. Vous avez dit, lorsque vous avez été entendu, que Comment vous aviez reconnu votre fils Jacques à Auschwitz. Oui. Et vous ne... Le pull vert, j'ai reconnu son pull vert. Le pull vert, oui, mais votre fils lui-même, est-ce que vous l'avez vu passer à Auschwitz? Donc d'après ce que vous avez dit au juge d'instruction, le 28 mars 83, alors que vous étiez à Auschwitz, vous avez vu un jour arriver dans un groupe d'enfants votre fils Jacques. Eh oui, c'est avant le pull vert. Avant le pull vert, oui. Parce qu'on avait en bas du bloc, il y avait le bunker. Là, on fusillait les politiques. Tous les jours étaient fusillés, 10, 15. Donc vous confirmez que vous avez vu arriver votre fils à Auschwitz? Oui, avec des enfants. Il avait un sac au dos. C'était le plus grand. Et puis la seule survivante, Léa Feldboum, qui ne pouvait pas réussir à parler, même. Léa Feldblum s'occupait des plus jeunes enfants d'Isieux. Elle a été déportée avec eux et les a accompagnés jusqu'au seuil de la chambre à gaz. Elle est l'unique survivante de la rafle d'Isieux. Et en ne réussissant pas à parler, elle a réussi à exprimer toute la souffrance qu'elle ressentait. Alors, que se passe-t-il à votre arrivée à Birkenau? Dites-nous ce qui se Alors, passe à l'arrivée à on a Birkenau. ouvert les fermetures des choses. On a avec un grand... Et tout le monde, rose, schnell, et on y avait des gens avec des pyjamas, je sais, et les essais, c'était comme ça, avec les côtés, avec les comme ça, j'ai jusqu'à aujourd'hui peur d'un chien. Pas peur, quand j'attends, ça me fait encore plus, non. Bon, il y avait entendu, weitermachen, et vite, à 5. Alors j'ai pris ici des mains les petits Coco, et Émile, et ici Renate et Eliane, c'était 2 sœurs. Et les autres, ils allaient après moi. Et ils ont crié, weitermachen, Frau, c'est ce que je sais, je ne parle pas tellement bien. Alors, on a un peu plus loin, et le ciel était tout rouge. C'était la nuit. Tout d'un coup, j'attends. Je sens que quelqu'un, on arrache devant nous, il y avait Mengele. Il y avait après, j'ai su ça, puisque c'était Mengele, c'est celui-là qui faisait toujours des sélections dans le bloc. Alors, les enfants... Et on les a pris, et Yachar, on les a brûlés. Oui. Là-bas, à Birkenau, c'était un département de Auschwitz. Moi, j'étais à Auschwitz jusqu'à la fin. On dirait une folle, mais c'est une folle. Enfin... Le terme peut paraître péjoratif. Sa vie s'est arrêtée, elle aussi, sur la rampe d'Auschwitz. Et son témoignage, le président, je m'en souviens, est un peu perdu, quoi. On ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, ce qu'elle dit. C'est comme... vous savez, il y a des œuvres de littérature sur la folie, en fait, de c'est quasiment inaudible, mais ça dit tout. Moi, c'est le témoignage qui, pour moi, est le plus terrible, parce qu'il dit rien, il dit tout. Et voilà, elle est partie, et puis elle est morte. Voilà, elle a témoigné, elle est morte. C'est le procès Barbie, quoi. Et c'est... J'arrive jamais à raconter cette histoire.
Sabine Zlatin, infirmière à la Croix-Rouge, était la directrice de la maison d'Isieux. Elle avait fondé cette colonie pour protéger les enfants. Le jour de la rafle, elle est en déplacement à Montpellier, où elle cherche un endroit plus sûr pour déplacer la colonie. Je suis allée à Vichy le soir même. Mais dans mon uniforme d'infirmière, avec ma carte où les mots juifs n'étaient pas mentionnés. J'étais reçue par un haut fonctionnaire, je ne peux pas vous dire qui c'était, mais c'était un très beau bureau. Et je lui racontais la tragédie d'Isieux. Et je lui demandais, monsieur, si vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants, faites-les. Il est sorti de la pièce, il allait dans une autre pièce. Et il est revenu en disant, pourquoi vous vous êtes occupé de ce sale youpin? Il m'a cloué. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire les ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Après avoir écouté le récit des victimes, la Cour doit maintenant démontrer la culpabilité de Klaus Barbie. Il faut apporter la preuve de sa responsabilité dans la rafle et peut-être même de sa présence à Isieux. Je garde cette image, une image très floue. Je ne peux donner aucune précision, sauf sur le vêtement du petit, chapeau imperméable beige, une certaine allure de quelqu'un qui a l'habitude de commander, vous savez, une démarche assurée. Une image floue que je garde depuis ce temps-là. Et je n'aurais pas pu préciser ni le nom, ni aucun autre détail, si vous voulez, sur ces personnages, jusqu'au jour où j'ai été confronté au cabinet de monsieur le juge d'instruction avec l'accusé. Et alors, comme un déclic, j'ai eu l'impression de me trouver en face de cette personne que j'ai vue lors de la rafle. Là encore, il a fallu prouver que Barbie était présent. Il y a eu une grande controverse sur le point de savoir si Barbie était présent ou pas. Les témoignages sont fragiles. Il y a le témoignage d'un homme, Julien Favet, qui était un factotum de la campagne d'alors, et qui est un témoin d'Isieux, et qui est venu témoigner, qui lui dit qu'il a vu Barbie. Le 6 avril 1944, Oui. vous avez vu combien de personnes en civil avec les Allemands là? Trois personnes. Trois. Il y en avait une que vous connaissiez. Il y en a... C'est Bourdon que vous connaissiez. Oui, Bourdon, oui. Puis lui aussi me connaissait. Quand l'officier allemand a fait signe à celui d'en bas, là-bas, c'est celui de droite qui était adossé comme ça, celui de droite qui est monté. C'était donc Barbie.
Alors il m'a regardé encore bien des pieds à la tête. Et puis d'un seul coup, il m'a dit « Allez !» Les soldats m'ont lâché, l'officier qui me tenait m'a lâché, et ils sont descendus vers les camions qui étaient chargés d'enfants. Alors cela, j'ai vu que je me suis aperçu que c'était la race qui traitait les juifs de cette manière. Je ne suis pas juif, mais je ne suis pas raciste. Quand je vois des hommes qui martyrisent des enfants de pareille sorte, c'est impensable. Ensuite, j'ai attendu un moment avant de remonter. Non, merci. Puis quand je regardais dans les camions, là-bas, j'ai vu une chose qui m'a frappé aussi. Les enfants, il y en a qui, les plus grands, ceux qui avaient 10-12 ans, essayaient de sauter par-dessus les plateaux du camion. Et aussitôt, ils étaient remis en place par les deux Allemands qui les prenaient, et les rejetaient dedans comme des sacs de pommes de terre, comme un vulgaire sac, quoi. Et en arrivant dedans, un autre les prenait à coups de pied. C'était pas des tortures comme certains ont eu, mais c'était pas beau à voir. Au cours de la confrontation, vous avez reconnu Barbie comme étant une des personnes qui était en civil ce jour-là à Isieux le 6 avril 1944. Oui. C'est exact? Que j'ai reconnu Barbie? Oui. C'est exact, je le jure. Et à quel signe, 44 ans après, ou plus de 40 ans après, vous pouvez reconnaître une personne... À son regard. J'étais déjà assis à côté du juge Riss. Et il est arrivé par une porte qui donnait en face de moi, exactement, comme ce serait été vous, Monsieur le Président. Excusez-moi, sauf pour mon respect. Eh bien, j'ai dit, je ne me suis pas trompé, c'est bien lui. Voilà. Je me souviens de son témoignage au procès Barbie, parce qu'il pleurait pendant ce témoignage, et puis surtout, il craignait l'attaque de Vergès, qui n'a pas manqué d'ailleurs, pour essayer de le décrédibiliser. Et la fin de son témoignage, ça a été horrible, je me souviens, parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Vous pensez, ce brave homme face à Vergès. Et l'autre, il en usait, il en abusait, quoi. Pas de questions, les parties civiles? La défense. Oui, la défense voudrait poser quelques questions. Monsieur Favé, vous répondez à la cour, hein? Monsieur Favé dit qu'il a vu ce jour-là Bourdon. Le procès de Bourdon s'est déroulé en 1947. Monsieur Favé n'a pas été entendu comme témoin et ne s'est pas présenté comme témoin. C'est la question que je voudrais lui poser. Vous avez compris la question, monsieur Favé? Je ferai remarquer aussi que les autres témoins parlent de 3 civils et lui de 2 civils plus Bourdon. Non, je demande le silence dans la salle, s'il vous plaît. Maintenant, il y a d'autres témoins qui se proposent peut-être? Non, je vous en prie, maître. Non, je demande le silence dans la salle. Oui, alors continuez vos questions, témoins. Autre question. Entendu par l'officier de gendarmerie, il désigne Barbie sous le nom de l'officier. Pourquoi? Barbie officier? Jamais parlé de Barbie officier. Au commandant de gendarmerie. Je reconnais formellement sur le cliché que vous me présentez l'un des officiers allemands qui a participé à l'enlèvement. Il s'agit bien de Barbie Klaus. Cet officier est celui qui s'est approché de moi le jour des faits. Vous dites aujourd'hui que Barbie était en civil. Ne l'avez-vous pas vu en tenue militaire? Le juge avait... Attendez, monsieur Favé. Attendez, monsieur. Maître Vergès, je crois qu'effectivement... Non, je vous en prie, maître Rapoport. Attendez. Il est vrai que maître Vergès, qu'il a fait une réponse à cette observation du juge. Oui, il dit, je n'ai jamais dit que Barbie était en tenue d'officier. Ou alors c'est une mauvaise... interprétation.
Écoutez, j'attendrai que la partie civile se calme. Je vous en prie, maître. Ou alors, c'est une mauvaise interprétation. Le vrai débat sur Isieux, c'était pas savoir, en définitive, si Barbie était présent ou pas, c'est s'il avait donné l'ordre ou pas. Et là, c'est à nouveau Serge Klarsfeld. C'est le fameux telex d'Isieux. Pour Jacques Vergès, il faut détruire ou remettre en question l'authenticité de ce telex. Barbie rendait compte, administrativement, à la hiérarchie. Bon, et là, il était pris le doigt dans la confiture, quoi. À dire, c'est lui qui l'a ordonné, c'est lui qui en a rendu compte. Seulement le problème, c'est qu'au procès, jusqu'au dernier moment, on n'avait pas l'original. Il n'y avait qu'une copie. Il allait passer entre les mains de Vergès et un telex, ce sont des bandes qui sont collées. Il avait peur que, d'un coup d'ongle, on détache au moins la signature de Barbie, et c'était la signature de son forfait. Et qu'on dise, ah ben le telex, il est inutilisable, etc. Donc j'ai poussé un grand cri. Je souhaiterais que ce document soit passé, après être passé par la défense, soit montré à tout le monde. Monsieur le Président, je trouve qu'il est quand même désagréable de le faire sortir par l'avocat de Klaus Barbie, ce telex, dont l'authenticité est discutée, contestée, et qui, s'il lui arrive le moindre accroc, pourra être encore plus discuté. Ce n'est pas parce que Maître Vergès va ouvrir un télégramme que ce télégramme va être abîmé. Mais il va le dégager. Il y a des limites, je crois qu'il ne faut quand même pas il va dépasser. Le dégager et je me permets de vous le dire. Il va le dégager d'une enveloppe en plastique et n'importe qui peut faire une erreur. Monsieur le Président, je voudrais vous et demander... c'est justement je plaide pour la loyauté et pour la dignité des débats. Mais c'est justement pour protéger Maître Vergès, parce que s'il le déchirait, eh bien on dirait qu'il l'a fait volontairement. Bien, alors... Monsieur le Président, je crois que ce débat est dérisoire. Je m'en excuse pour notre profession auprès de vous. Tenez, Maître Vergès, je vais sortir délicatement ce document, tenez, et le présenter au parti. Merci. Les doigts sont propres, il n'y a rien. Ils ne sont pas si propres, peut-être que ça. Monsieur le Président, j'aimerais que me soit donné acte des propos qui viennent d'être tenus. C'est une provocation de me dire que les doigts sont propres. Je n'ai pas à vérifier. Monsieur le Président, on vient de me dire que mettre ce papier à la disposition de la défense risquait de déchirer. Et maintenant, je dis que mes mains, même si je touche, ne comportent pas de taches d'encre. Et on me dit qu'elles ne sont pas propres. Ce n'est pas la signification que vous avez donnée. Vous parlez souvent de dérisoire, mais vos mots ne sont pas dérisoires. Monsieur le Président, est-ce que je peux demander à mes confrères d'oublier cet incident, de considérer comme clos, de garder votre calme? Effectivement, c'est un moment très émouvant. Vous savez tous l'importance qui est attachée par l'accusation, par les parties civiles à ce document. Bien entendu, nous faisons totalement confiance à mon confrère Vergès pour le conserver absolument intact et personnellement, je lui fais confiance. Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le bâtonnier vient de mettre fin à cet incident en prononçant les mots qu'il fallait prononcer. J'espère que certains s'en souviendront. Ce matin, toutes les personnes de la maison d'enfants juive, colonie d'enfants à Isieux 1, ont été arrêtées. Au total, 41 enfants âgés de 3 à 13 ans ont été appréhendés. Le papier est écrit d'une façon assez cynique, que le centre a été liquidé, il y a 40 enfants, enfin en fait c'était 44. Comment un bout de papier peut représenter la mort de ces 44 enfants? PO signé Barbie, SS Oberstürer. Pour moi, c'était le moment clé du procès. Il voit la signature et il voit un document qui implique la mort de 44 enfants. Jusqu'à présent absent des audiences, Klaus Barbie est contraint, au 12e jour, de revenir devant la cour d'assises. La loi impose en effet que l'accusé soit confronté au moins une fois au regard de ses victimes. Si la plupart l'ont été dans le bureau du juge durant les années de procédure, de nouvelles parties civiles n'ont jamais revu Barbie depuis 1944.
La présence de Barbie face à ses victimes, la plupart des résistants, va donner pour une journée le ton de ce qu'aurait été le procès si l'accusé ne s'y était pas soustrait. Mm-hmm.